Je suis toujours entouré par mes cuisiniers du lundi, Gérard et Richard. Ça va toujours? Ça va toujours. Alors, on n'a pas eu beaucoup de temps dans la première partie. On avait commencé à faire un ragoût. Un ragoût, oui. On rappelle, hein, on a désossé. Désossé, puis la mise en cuisson avec la garniture aromatique, le mouillement. Le mouillement. Le mouillement. Et puis la cuisson, voilà. Donc ça donne ça. Ça donne ça, il a cuit avec ses légumes. Et les courgettes ont été rajoutées à la dernière... Pourquoi les courgettes, on les rajoute au dernier moment, dites-moi? Parce que ça cuit beaucoup plus vite que la carotte et le navet. Donc, elle se gorgerait trop d'eau et elle terminerait en bouillie, quoi. Voilà. Donc, en tout de cuisson, combien il y a? En tout de cuisson, il y a 1h10 pour le tout. Les carottes ont été mis les navets ont été mis à mi-cuisson et les courgettes 5 minutes avant la fin de la cuisson. Voilà. Ils ont été sautés à la poêle au préalable. Ça, c'est ce que vont se partager les techniciens. Donc on voit la progression technique, bien sûr, hein, concentrateur bouquet garni, cuisson à couvert 1h30, ce qui nous donne ça. Donc ça, c'est ce que vont se partager les techniciens. J'ai répété, ils sont tout contents. Là, il y a une odeur, c'est un truc de fou. Et on vous a fait un dressage à l'assiette. Le petit dressage à l'assiette. Dressage à l'assiette qui est pas mal du tout. Voilà. Pour une personne. Pour une personne, c'est Richard qui a dressé. Hein. Bravo. Eh bien, il me reste à vous remercier, Richard. Rendez-vous une prochaine. Une prochaine. On a bien compris que ta spécialité, c'était le salé, le sucré, mais tu peux te mettre au salé, je pense. Hein. C'est un bon élève? Un très bon élève. Je tiens à le féliciter devant le public. Merci. Gérard, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est un autre professeur du lycée professionnel du Finosel qui viendra à votre place. La sortie, c'est par là. Moi, j'amène de quoi manger à nos invités, à commencer par Diane. Et ça va toujours, Diane? Très, très bien. Ça va toujours. Avec nos invités Emmanuel Perretti et Joseph Bartolomei du journal 24 Ore. Et on va voir que le journal 24 Ore va peut-être se transformer, non pas dans sa façon d'être, mais l'équipe. Avec vous. Hein? Venez, vous allez manger. Je sais que vous aviez un petit peu faim, c'est l'heure du repas. Mais avant cela, on va parler un petit peu d'histoire avec vous, Diane. D'accord? Oui. Allez. Magnifica torna una volta in XVIII secolo, Postughine parlo tutti i giorni, sapete che è un secolo di rivoluzione corsa, allora ci sono avvenimenti tutti i giorni. Per esempio, che giorno siamo? Il 13, oui. Voilà, ouais. Il 13 di marzo di 1746, dans la nuit, les nationali de Madre qui encerclent Bastia vont tenter à nouveau un assaut. Ça fait quand même un mois qu'ils campent autour de la ville de Bastia. Ils ne s'en sortent pas. Et dans la nuit du 13 au 14 mars 1746, il y a une nouvelle attaque. La suite demain. 1758. En attendant la suite, n'hésitez pas, hein, Joseph. Emmanuel aussi. D'après moi, il a l'air bon. Allez, moi je vais le goûter. Hein. 1758, toujours un 13 mars, la comète de Halley frôle le Soleil. Conformément aux prévisions de l'astronome anglais Luc, qui s'appelait Edmund, c'est celui qui l'a découvert. Halley, Edmund Halley, comme la comète. Oui. Alors, celui-ci avait prévu que cette comète était périodique et qu'elle allait passer tous les 75-80 ans. Or, elle ne passe que les 76 ans exactement. C'est bon? Voilà. C'est très bon. Non, c'est très bon. Les 3 dernières visites de la comète, c'était en 1835, en 1910, en 1986. Et son prochain passage est prévu pour 2061. Donc, ça reste qu'on la voit, nous. C'est Radio Etia. Non, je serais vieille. Moi, vous aussi, moi vous c'est pas dit. Très vieux. Moi, c'est pas dit, ça va. Et vous? Je le dirai pas. Non, voilà, bref, autant pas. Et puis, ce n'est qu'une comète. 13 mars 1780, on continue avec la découverte d'Uranus par William Herschel, l'astronome anglais qui détecte donc la 7e planète, que l'on voit ici, la 7e planète du système solaire, Uranus. Il croit d'abord que c'est une comète, d'ailleurs, au premier abord, mais non, c'est en fait une planète. Et c'est découvert avec un télescope de l'époque que je vous propose de voir tout de suite à l'image. C'était un petit peu plus encombrant, normalement. Je ne sais pas si on va le voir. Je l'attends. Il est là. Voilà. C'est celui d'origine. 1852 maintenant, toujours un 13 mars, l'oncle Sam devient le symbole des États-Unis. C'est donc au milieu du 19e qu'il est utilisé comme personnage emblématique des États-Unis. Première utilisation, c'est dans une bande dessinée politique créée par Thomas Nast. On va peut-être en voir une planche. On le voit, donc c'est vraiment le héros dans cette bande dessinée. 1852, vous dites? Voilà, 1852. Et depuis, on le reprend, on le colore, on en fait ce qu'on veut, mais il est toujours là, l'oncle Sam. 1877, événement très marquant. Le 13 mars, c'était l'invention du cache-oreille.
J'ai trouvé ça totalement inintéressant, mais je voulais quand même vous le dire. C'est un Américain, puisqu'on parlait d'Amérique, Kester Greenwood, qui a 15 ans, qui fait du patin à glace, en Amérique donc, et qui place 2 rondelles de fourrure de castor sur les oreilles, retenues par une tige de fer, et depuis, voilà. Je lui dois une fière chandelle quand j'étais à Montréal, je dois l'avouer, mais c'est inintéressant, mais bon. C'est l'histoire. Que voulez-vous que nous... On ne peut pas réagir. J'ai un truc encore voilà, j'ai aussi autre chose. N'hésitez pas, hein, quand vous avez quelque chose à dire. D'accord, n'hésitez pas. Amis journalistes, quand on est journaliste, on a une culture logiquement incommensurable. Même quand on a un avis sur tout. Surtout. Même quand ça n'a pas de sens. 1894, maintenant, toujours le 13 mars, le striptease fait son apparition dans la ville de Paris. La salle, c'est un music hall. Vous avez quelque chose à dire ? Joseph, quelque chose à dire peut-être ? C'est moi qui ai soufflé l'information. Voilà, tout à fait. Le merci. striptease fait son apparition ? Oui, il me l'a dit, c'était au Divan japonais, un endroit qu'il fréquente généralement lorsqu'il monte à Paris. Et donc, non, sérieusement, vous êtes striptease, Joseph ? Parlons peu, parlons bien. Non, en fait, à la fin du 19e siècle, donc, on va programmer un spectacle qui s'appelle Le coucher d'Yvette. C'est un spectacle révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'Yvette, devant les téléspectateurs, non pas les téléspectateurs à l'époque, pardon, les spectateurs ébahis, va se déshabiller tranquillement, étape par étape, pour tout simplement se coucher. Et c'est une première en la matière. Elle va jusqu'au bout. Maintenant, il y a des cours de striptease maintenant. Vous avez vu, les jeunes filles, elles prennent des cours de lap dance. C'est technique. Ça se démocratise. 1963, on saute encore quelques décennies pour arriver in de noi, bultemo in corsica a sortita di un primo disco d'Anton Etiosi. Ceci n'est pas un disque de l'époque, mais ça c'est 1973, c'est Ricordi di Gursigel. Mais 1963, j'ai lu que c'était donc la sortie du premier disque d'Anton Etiosi. Et la même année, il reçoit le premier prix du premier festival de la chanson corse qui s'est déroulé quand même à l'Olympia. Voilà, où il avait interprété notamment Paese Spento. Sensible. C'est encore moins qui ai sauté oui. l'information. D'ailleurs, Paese Spento, une chanson dont on se souvient tous. Ouais. 1968, c'est bientôt fini, je crois. Ah mais non, mais il n'y a aucun souci, hein. On apprend plein de choses, donc... 1968, c'était les vins de patrimoine qui devenaient la première AOC de Corse. Et l'AOC ont une belle vue, une fenêtre sur patrimoine magnifique, que je vous propose. Cette région, c'est magnifique. J'aimerais bien sauter dans la fenêtre. Ça englobe 7 communes, Farinol, Patrimonio, Barbaggio, Saint-Florent, Poggio d'Oletto, Oletta et Santo Pedro di Tenda. Voilà, c'était la première AOC. Et puis pour terminer, 1980, le 13 mars, pour protester contre la violence en Corse, 214 mairies fermaient leurs portes le 13 mars 1980. Donc la violence, ça ne date pas d'hier. Ça aurait pu faire une couverture de 24 et ça, un événement pareil, hein, j'imagine. Parce que vous jouez beaucoup sur la couverture. On va revenir. C'est l'essentiel. On va revenir un petit peu avec ça. Mais d'abord, on accueille notre chroniqueuse du jour qui arrive. La voici, Caroline. Bonjour. Bonjour. Ça va, Caroline? Bien et vous? Belle couleur, c'est parfait. Merci. Alors, c'est vos anciens collègues, d'ailleurs, hein, autant le dire, et ils vont peut-être se transformer en SCOP. Vous, à l'époque où vous travailliez à 24 c'était une entreprise normale, entre guillemets. Hein. Oui. Voilà, et là maintenant, peut-être début avril, peut-être pas, on va le voir. En tout cas, on attend la réponse du tribunal. Vous allez vous transformer en SCOP. Qu'est-ce qu'une SCOP? Alors, SCOP, on a beaucoup entendu parler au mois de janvier en France avec la société SeaFrance. Vous savez, cette ligne maritime qui assurait la liaison entre Calais et l'Angleterre, voilà, mise en liquidation judiciaire, où les salariés ont voulu donner un nouvel élan à leur outil de travail, en fait, en voulant créer cette SCOP. Alors, SCOP, 4 lettres qui veulent dire Société coopérative et participative, dont les associés majoritaires sont en fait les salariés qui sont réunis autour d'un même projet. Ils détiennent, en fait, ces salariés, 51% du capital social et 65% du droit de vote. En fait, le principe est clair. Pour les grandes décisions stratégiques inhérentes à la vie de l'entreprise, on vote de manière tout à fait démocratique sur le principe une personne égale une voix en assemblée générale. Voilà. Ça, ce sont les salariés associés majoritaires. On va voir à quelles occasions vous voudriez voter, mais il y a aussi justement les associés minoritaires, les partenaires qui sont très importants dans une SCOP. Parce qu'ils amènent les sous la plupart du temps. Oui. Hein, ils amènent les sous. Alors, ils ne travaillent pas forcément au sein de l'entreprise. Ils sont minoritaires et ça peut être soit des personnes physiques, vous et moi, ou encore une entreprise.
Ou une association. Une association, hein, la plupart du temps, on verra, parce que dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler avec Héloïse Mandino, notre référente association, et on verra qu'il y a beaucoup d'associations qui se transforment en SCOP. Oui, quand l'association vraiment grossit, parce qu'une association, voilà, c'est à but non lucratif, exactement. Et quand elle commence à avoir des buts lucratifs, elle se transforme exactement. en SCOP. Oui, tout à fait. La particularité de ces sociétés, Caroline? Alors, on l'a vu par rapport notamment à la gouvernance, ce sont les salariés qui élisent en fait leurs dirigeants. Voilà. Alors, attends, oui. on pourrait croire... oui. Vous plaît? Oui, ça me plaît. Ça vous plaît pas, vous? Tout à fait. Bon. Moi, je suis pour la démocratie, j'espère bien. J'espère bien. Comme chacun sait. Donc, on pourrait croire que c'est source en fait d'instabilité, mais en fait pas du tout. Généralement, les dirigeants restent près de 20 ans en poste. Donc, c'est beaucoup plus stable qu'une entreprise, je dirais, entre guillemets, toujours classique et normale. Donc, ça, c'est la première particularité. Ce qui veut dire que quand on choisit son patron, oui. La plupart du temps, donc on le choisit bien et donc on le garde longtemps. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des réunions aussi régulières. Vous avez déjà choisi votre futur patron? Ce sera nous. D'accord, bon, d'accord. Pas encore. Et la deuxième particularité, c'est qu'en fait, les résultats de l'entreprise, en fait, sont affectés prioritairement à la pérennité de l'emploi. C'est les bénéfices, vous voulez dire? Oui. Les résultats, les bénéfices, oui. Et sont donc réaffectés à la pérennité des emplois et à l'entreprise elle-même. Ce qui fait que les SCOP ont tenu le cap, je dirais, pendant la crise, puisque une partie a été constituée en réserve, donc ont permis de recapitaliser ou de capitaliser encore un peu plus leurs fonds propres, ce qui leur a permis de mieux vivre la crise. Et puis on sait pour qui on travaille aussi à la limite, parce qu'on ne travaille pas pour des actionnaires qui sont dans un paradis fiscal je ne sais où, qui veulent un taux de rentabilité. Là, on sait que c'est réinvesti dans la société. Oui, c'est l'intérêt justement de ce genre de structure. Ah bah oui, c'est un super intérêt. Enfin, on va revenir avec vous, mais c'est... Moi, ça me plaît en tout cas. Un régime fiscal particulier aussi, Caroline? Oui, alors il y a une partie d'exonération de l'impôt sur les sociétés, également de la contribution économique territoriale, c'est la taxe professionnelle, en fait, un peu remaniée, quoi. Il y a une adresse qui va s'afficher de toute façon si on veut calculer sur le statut particulier de ces SCOP. Voilà, pour tout ce qui est détail. Voilà, c'est les-scop.coop. Voilà. Une idée reçue quand même contre laquelle il faut lutter, contre laquelle on va lutter ensemble, c'est qu'on dit toujours SCOP, c'est pour sauvetage. On se souvient de notre président de la République qui dit il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à faire. Donc on a l'impression que c'est en cas de dernier recours. En fait, non. Non, pas du tout. En fait, il y a à peu près 200 SCOP qui sont créés tous les ans. C'est les sauvetages, ce qu'on appelle sauvetage, ça représente moins de 5%. De ces scopes-là, la plupart sont des créations d'entreprises ou alors ce sont des dirigeants fondateurs qui partent à la retraite et voilà, qui décident de Ah oui, comme il n'y a pas quelqu'un qui veut reprendre leur place. Voilà, ils laissent aux salariés. Ils laissent aux salariés le choix de choisir le patron. Exactement. Alors quelques chiffres pour finir, avant de donner la parole à nos invités. Oui, alors... Dans le monde? Savez-vous, nos invités sont pile poil dans la tendance, parce que déjà 2012, c'est l'année internationale des coopératives qui a été décidée par les Nations Unies. Et en France, fin 2010, il y avait 1959 SCOP, à peu près 40 000 salariés. Ouais. C'est ça. Alors en Corse, il y en a quelques-unes, 2-3, j'en ai trouvé 2-3 en 2010. Alors je ne sais pas si on s'est créé en 2011. C'était pas énorme finalement chez nous. Non. Surtout dans le domaine associatif, une entreprise marketing et une autre dans les activités maritimes. Voilà. Chiffre d'affaires cumulé, 3,5 milliards d'euros, c'est pas rien. C'est pas rien. Et encore une donnée importante, c'est que le taux de survie de ces entreprises à 3 ans est de 74%. C'est-à-dire que pour des entreprises, je dirais là encore classiques, normales, le taux est à peu près 66% selon Donc c'est plus qu'une entreprise classique. Tout à fait, oui. Alors est-ce que c'est la raison pour laquelle vous voulez vous transformer en SCOP à 24 Ore? La raison, c'est qu'il y a un redressement judiciaire à l'heure actuelle, depuis plusieurs mois, donc, et avec une décision du tribunal administratif de commerce attendue le 3 avril. Et donc nous, c'est un moyen que l'on a choisi pour sauver nos emplois et puis un organe de presse également. Ouais. Qui c'est nous? Nous sommes 4 salariés, sachant, effectivement, ça peut paraître peu, mais sachant qu'il y a vraiment une partie de l'équipe qui souhaite, quoi qu'il arrive, partir pour
pour diverses Avec raisons. la liquidation judiciaire, elle souhaite partir. Et puis il y a une autre Voilà, partie de exactement. l'équipe qui souhaite créer une scope. Créer une scope pour garder justement le journal et puis sauvegarder leurs emplois. Oui, parce que qu'est-ce qui vous motive? C'est sauver des emplois, sauver un titre aussi, parce que... Un titre, puis voilà, c'est un organe de presse, c'est un journal. De presse, Ouais. intéressant. Oui. C'est toute la symbolique qui va avec, c'est un journal. Derrière ce bout de papier, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui produisent le journal. Donc, il y a des idées différentes, ça fait du bien encore ça. Quand on n'a qu'un seul liberté, journal, c'est bien quand il y a deux opinions, moins on aime, on n'aime pas, c'est pas le problème. L'important c'est qu'il y ait beaucoup d'idées. En démocratie, on est d'accord. Vous cherchez des partenaires, j'imagine? On cherche des partenaires, exactement, des sponsors. Alors, comme disait Caroline, ça peut être des personnes privées, des particuliers, peut-être des mécènes, s'il en existe beaucoup encore. Mais quels intérêts, admettons, vous venez me démarcher, bon, moi, mais un peu vous démarchez les particuliers. Quel intérêt j'aurais, moi, à investir? C'est Joseph qui va vous en parler. Outre la symbolique de participer à la pérennisation du journal, quelqu'un, vous, Luc Mondolone, qui voudrait nous faire un chèque à l'issue de l'émission, par exemple, voilà, par exemple, avant, en fait. Exactement, par exemple, de 1 000 €, vous avez sur déclaration d'impôt un crédit d'impôt de 23% sur ces 1 000 €. Donc c'est quand même intéressant. Plus la symbolique qui va avec, de reprendre et de faire perdurer le journal. Sauf que j'ai mis mes 1 000 €, pourquoi pas, hein, j'ai mis mes 1 000 €, mais après j'ai pas le droit de regard sur, j'ai le droit de regard sur rien, si j'ai bien compris quand même, puisque je n'ai aucun pouvoir. Simplement, c'est comme ça que ça se passe, puisqu'on sera automatiquement minoritaire. Expliquez. Oui, vous serez automatiquement minoritaire, mais il y a quand même un tour de table, il y a quand même des réunions obligatoires régulières. Et bon, ici en Corse, on est de toute façon une petite région, les coups de fil sont rapides, il y a vraiment une proximité qui est différente peut-être que sur le continent également. Pardon, et si je suis un professionnel, est-ce que j'ai une pub en contrepartie ou pas? Enfin, voilà, c'est ça que je... On pourrait, si vous êtes une entreprise, oui, on pourrait l'envisager comme ça. Avoir après, par exemple, des remises sur les prix, voire peut-être la gratuité sur des publicités. D'accord. Je pense que pour l'instant, la priorité pour les coopérateurs, c'est vraiment de trouver un financement, un plan de financement. C'est de boucler leur plan de financement qui doit être bouclé, je dirais, d'ici la fin du mois de mars, puisque la décision judiciaire interviendra début avril. Ensuite, évidemment, que les partenaires auront, je suppose, des contreparties en matière de publicité. On peut avoir la simple contrepartie que ça existe encore une fois. Encore une fois, c'est important pour la démocratie. C'est très important parce qu'on a bien compris que le 3 avril, on ne sait pas encore si ça va se faire ou pas. On attend ce 3 avril. Vous allez arriver, vous, avec votre plan de financement. C'est cela, vous allez dire, nous, on est 4, donc. Luc Mondolone, on est 1 000 €. On est 4 plus les 1 000 €, plus les 1 000 €. Ça va faire la différence. Attention, on est 4 salariés de l'entreprise actuelle, de la société actuelle, à reprendre le journal. Mais bien sûr qu'il y aura un rédacteur en chef supplémentaire, enfin un autre rédacteur en chef, il y aura d'autres collaborateurs. L'équipe va être beaucoup plus étoffée que 4 salariés. Et alors vous allez les lire, ce rédacteur en chef. C'est comme ça? Oui, exactement. Alors ça va se passer comment? Moi j'aime bien la démocratie de Caroline, c'est-à-dire que chaque matin vous vous réunissez et on va voter pour... Il y a un film comme ça qui s'appelle... On peut faire une caricature. Avec Hippolyte Girardot, où ils n'arrêtent pas de voter toute la journée. C'est ça? Non, ça c'est... Je crois que c'est Vive la République, ça s'appelle. C'est la caricature, mais on ne va pas voter à chaque fois s'il faut acheter une ramette de papier ou ça. Mais chaque décision importante sera soumise à un vote. Et on part du principe où un actionnaire ou un salarié, c'est égal à un vote. Non, Caroline. Juste au quotidien, en fait, la direction dirige et c'est vraiment lors de décisions stratégiques pour la vie de l'entreprise et de ses salariés que là, l'Assemblée générale se réunit et vote démocratiquement. Voilà. Mais au quotidien, c'est le directeur dirige. Alors voilà, donc on élit un chef, j'ai bien compris, et apparemment quand il est élu démocratiquement, on le garde longtemps. Sauf que si on n'est pas content de son chef, qu'est-ce qu'il fait? On fait un vote de motion de censure? Comment? On désélit? Il y a possibilité, après réunion des actionnaires, de se passer de... Je trouve ça super. Diane, qu'est-ce que tu en penses? Non, je trouve que c'est une démocratie participative, c'est très intéressant. On va s'y mettre. Ben oui. On va s'y mettre. C'est parti, c'est parti. Pourquoi pas Bien sûr, on votera. Quand on est démocrate, il faut montrer l'exemple. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que la ligne éditoriale du journal va changer ou pas?
Est-ce que vous en êtes là, quand même, à penser ce qui va pas dans ce journal On connaît effectivement le journal, parce qu'on est là depuis la création, quand même. Et effectivement, forcément, puisqu'il y aura un changement de rédaction en chef, donc la ligne éditoriale changera. Et nous, on compte, après en avoir discuté, étudié, et ça se sera peaufiné au fur et à mesure que le projet avance, mais vraiment de faire une approche plus participatif, faire un journal interactif, et puis de proximité, c'est-à-dire qu'on essaiera vraiment d'entrer au plus près des villages, des micro-régions, mais pas seulement, ce sera une partie. Il y aura un découpage de cahiers qui nous permettra ceci. Et quand on vote, vous n'êtes pas journaliste, hein, vous êtes le commercial de la bande, on a bien compris. Vous avez le même. Je reste sur. Vous avez autant de voix qu'Emmanuel. Exactement. Après, à chacun individuellement de pas. Donc vous avez votre mot à dire aussi, vous, sur la ligne éditoriale, on change ça. Ce qu'on reproche à votre journal, admettons, c'était souvent de faire une accrocheuse et à l'intérieur de moins répondre aux promesses. C'est-à-dire qu'il y a aussi la difficulté d'être une petite équipe à l'heure actuelle. Hein. Notre objectif, c'est d'essayer de d'étoffer cette équipe dans la mesure du possible, parce que quand même, c'est assez lourd en charge sociale, mais de faire appel aussi à des chroniqueurs, des collaborateurs. Est-ce qu'il y a des créations d'emplois donc à l'horizon ou... Alors oui, bien sûr. Il y a des créations d'emplois, bien sûr. C'est d'autant mieux ce que vous faites, évidemment. De donner de l'argent. Non, mais c'est vrai, s'il y a une création d'emplois à long terme, c'est très intéressant pour le tissu économique. Je le répète, le but, c'est de se garder nos emplois, de reprendre le journal et surtout le pérenniser et après d'embaucher du monde sur place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Caroline? Vous qui avez travaillé au journal, on le rappelle, hein, vous n'y travaillez plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, vous avez un regard un petit peu extérieur. Oui, moi, je trouve ça vraiment très bien. Très bien. Parce que, voilà, comme il le répète. Pourquoi ? Parce que même si la Corse est une petite région, les Corses sont friands d'actualité, sont friands d'informations. Donc je pense qu'il y a une vraie attente, une vraie place pour un journal différent, avec une tonalité différente, un lectorat, encore une fois, différent. Donc voilà. Est-ce qu'il y a déjà des journaux de ce type sur le continent? Oui. Ce serait le premier en Corse, mais sur le continent, il existe bien sûr de nombreux titres. Il y a par exemple Rue 89 à Lyon. Donc Rue 89, c'est à la base un site d'information, mais qui se décline en version papier en région, donc Lyon, qui s'est créé là en tout début d'année. Et vous avez également les dernières nouvelles d'Alsace, qui est bon, il y en a d'autres, mais voilà, pour les deux. Donc on a bien compris, début avril, vous allez vous pointer, vous allez attendre. Donc décision le 3 et le 4, vous mettez en branle, c'est comme ça que ça se passe? Alors oui, c'est ça. Comment ça se passe? C'est ça là aussi. Parce que là, voilà, le journal va-t-il continuer de paraître? Comment ça va se passer? Dites-nous. Eh ben, là, effectivement, il y aura peut-être une période de latence, on va dire, mais ça va être quasiment immédiat, oui. Il y aura l'apparition d'un nouveau journal, et d'une nouvelle équipe également, quoi. Donc là, on peut envoyer des CV, d'ailleurs, si on est intéressé, je pense. Exactement, oui. Oui, parce que vous vouliez que ce soit participatif. Participatif, ça veut dire ça veut dire quoi? Participatif, bon, là c'est dans le fonctionnement de l'entreprise. Plus interactif, pardon. Plus interactif, voilà, plus interactif. Le problème de vocabulaire, vous l'avez compris. Il y aura par exemple, la photo, une photo de lecteurs que l'on publiera. Il y aura peut-être aussi des courriers de lecteurs. Et participatif, c'est-à-dire qu'il y aura aussi également des correspondants dans chaque village qui nous apporteront des nouvelles. Par exemple, lors d'une tempête. Oui, voilà, par exemple. Des choses comme ça. Ça arrive souvent, effectivement, quand nous envoie ce genre de photos, mais là on pourra les publier. Des correspondants un petit peu partout. Voilà. Et pourquoi pas, peut-être, de façon ponctuelle, lancer des concours où on donnerait la parole, on mettra à disposition des pages, même à des enfants, sur un thème donné. Enfin, on peut envisager plein de pistes. Ça s'affinera effectivement. Voilà. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent vous avez travaillé dans un journal comme ça en disant vous devriez faire ça, on attend ça. Est-ce que vous savez un petit peu? Des courriers comme ça, non. On a des courriers de lecteurs, mais c'est surtout dans la rue qu'on nous le dit. Oui. On s'intéresse vraiment à ce journal parce qu'il a su apporter une pluralité et puis des reportages qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément dans un hebdomadaire. Vous êtes là depuis le début, tous les deux. Oui. Donc j'imagine que ça vous tient vraiment à cœur. Bien sûr, oui. complètement. Oui.
Là, il a été sous forme quotidienne, il est passé sous forme hebdomadaire. Vous voulez en faire quoi? Un hebdo hebdomadaire. Pourquoi? Quelles sont les vertus de l'hebdomadaire par rapport au quotidien? Le quotidien, petite équipe, donc forcément, ça demande énormément de travail. Il n'y a pas la... Le rythme est soutenu. Hein. Voilà, c'est un rythme... À qui dites-vous hein. Et puis, une donnée économique aussi, c'est que vous divisez par 6 le prix de l'imprimerie. Donc, une équipe, le total, ça serait combien l'idéal? Une dizaine. Une dizaine, donc effectivement, il y a des emplois en perspective. Ah oui, mais on les a, de toute façon, on les a prévus. Bon, alors il y a le petit générique. Il faut sauver Vinti Quattro, enfin du moins le pérenniser. Et aussi, de plus en place à la langue corse. Alors, comment on va le traiter, on ne sait pas. Ça va être de la rédaction d'articles indépendants. Vous avez quelqu'un. Moi, je fais des chèques, et vous apportez votre science de la langue corse. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Non? Oui, bien sûr. Voilà, alors, on va le donner. Alors, 06 64 34 11 85. On le répète. 06 64 34 11 85. Merci infiniment. Je croise les doigts parce que ça vaut vraiment le coup. On se retrouve, nous, dans 5 petites minutes. On va parler associatif. Caroline, vous ne bougez pas. Hein. Je ne bouge pas. Allez.